Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast Extraterrien qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille une invitée qui m'a vraiment beaucoup ému. En effet, son histoire et son parcours m'ont pris aux tripes. Mathilde Becerra pratique l'escalade. Très jeune, elle rafle beaucoup de titres. Elle est promise à un avenir radieux au sein de l'équipe de France. Mais il y a 2 ans, à force de trop s'entraîner, d'être coupée de ses proches, elle est tombée en burn-out sportif. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de burn-out sportif. Je remercie infiniment Mathilde car elle s'est vraiment ouverte sur ses difficultés et sur son parcours qui n'a pas toujours été facile. Il faut faire preuve de beaucoup de courage dans le monde du sport, dans lequel peu laissent entrevoir leurs doutes et leurs peurs. Rassurez-vous, aujourd'hui Mathilde va beaucoup mieux et elle a repris goût au sport et elle s'y est remise à 100%. C'est donc une femme pleine de sourire et d'énergie que j'ai interviewée. Vous allez voir, c'est un épisode différent des autres, mais comme toujours, sans filtre et spontané. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous écoutez le podcast depuis plusieurs épisodes et que vous l'appréciez, pensez à lui mettre une petite note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inviter des sportifs de plus en plus incroyables. Cela m'aide également dans mes collaborations avec des sponsors, car aujourd'hui, le podcast est fortement déficitaire et me coûte de l'argent. Donc me mettre une note sur Apple Podcast, c'est un peu comme m'offrir un café, sauf que c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Si vous aimez cet épisode, sachez que vous pouvez aussi le partager tout simplement sur Instagram. Pour cela, rien de plus simple, prenez une capture d'écran de votre téléphone lorsque vous écoutez le podcast et partagez-la en story sur Instagram. Il y a même une option sur Spotify et sur Deezer. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, extraterrien.podcast. Je termine pour ceux qui préfèrent les emails, je tiens une newsletter chaque semaine avec mes recommandations de matériel, de bons plans santé et mes lectures du moment. Pour la retrouver, tapez simplement Extraterrien Newsletter dans Google. C'est le premier lien qui remonte. Allez, fini avec ma promo perso et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Mathilde Becerra. Je suis prête. Allez, salut Mathilde. Salut. Écoute, merci beaucoup de prendre ce temps pour se rencontrer, pour faire connaissance avec toi. Je suis vraiment hyper content de te rencontrer ici dans ce hall d'hôtel. Il y a plusieurs raisons, parce que déjà tu fais un sport que je pratique depuis pas longtemps, l'escalade, donc je suis vraiment content et je pense que je vais apprendre plein de choses et je vais progresser dans ma pratique de grimpeur. Et la deuxième chose, c'est que tu as un petit peu changé de voix et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Oui, complètement. Ouais, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, comme je te disais, je commence toujours par une question, c'est un petit peu la tradition sur ce podcast, à savoir, quel est ton premier souvenir de sport? Alors, mon premier souvenir de sport, ça doit remonter vraiment loin parce que, en fait, depuis aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours été en mouvement. Je pense que les premiers souvenirs, ça doit être dans mon jardin, en train de courir avec mon frère. Sur un vélo, en fait, j'ai plein de flashs à faire du foot, on jouait à la gamelle entre voisins. En fait, j'ai toujours été très très active. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect qui ressort, c'est celui de grimper, donc que ce soit aux arbres, sur mon balcon. Ma chambre était au premier étage, donc j'adorais monter par la gouttière. Ça me servait aussi pour m'évader. Donc voilà, je pense que il y en a pas un, mais plein de petits souvenirs de toute petite. Ouais. Ouais. Et tu te souviens comment est-ce que tu as officiellement entre guillemets commencé l'escalade? Officiellement, donc c'est dans une salle, j'imagine. Donc après avoir un peu grimpé partout où je pouvais dans la nature, autour de chez moi, j'ai une voisine qui m'a proposé d'aller à la salle complètement par hasard, même si je crois pas au hasard, mais voilà. Et puis là j'avais 6 ans et là ça a été coup de foudre. On pouvait plus me décrocher du mur et j'en ai fait 1 an en fait à partir de ce moment-là. Voilà. Et attends, quand t'as 6 ans, tu fais quoi? Tu fais du bloc? Oui. Ouais. C'était une salle de bloc, oui. Ok, voilà. d'accord, ouais, oui, je suis bête. Donc c'est vrai que c'est
c'est plus facile, c'est plus accessible puisqu'en fait on saute sur les tapis, on recommence, il y a moins de logistique, donc beaucoup plus instinctif. Ouais, et puis c'est un super sport pour les enfants, je trouve. C'est hyper ludique. Les règles, ils les comprennent tout de suite. C'est ça. C'est de monter le plus haut possible. Et puis ils peuvent, dans les structures pour enfants, c'est quand même difficile de se faire mal. Les consignes de sécurité sont assez simples, tu vois. Puis ça les responsabilise aussi. Ouais, c'est hyper intéressant sur plein d'aspects. C'est vrai que de toute façon, c'est instinctif. C'est dans la nature humaine. Je pense que d'avoir envie de grimper chez les enfants, ça se retrouve très fortement. Ouais. Puis là, dans une salle de bloc, c'est vrai qu'on est encadré. Il y a les tapis. Puis ça nous pousse à être en groupe, à faire attention, à se respecter. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, je crois que tu as quitté l'escalade et tu es revenu plus tard en début d'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Exactement. Ça, tu connais bien mon histoire, c'est. Je prépare quand même les interviews, j'essaie d'être. Tout à fait. Alors mon prof préféré est parti en voyage, du coup, et ça m'a brisé le cœur. Ok. Du coup, j'ai arrêté. J'ai fait de l'équitation pendant 6 ans. Et puis à l'âge de 12-13 ans, là, c'est revenu très très fort en moi, une intuition, quelque chose qui me disait non, faut que tu reprennes l'escalade. Ok. Et puis je débordais d'énergie, donc le cheval, j'adore toujours, mais c'était pas assez pour me canaliser. Donc je suis revenue à l'escalade là à ce moment-là. Et là, c'était tout de suite comme si j'avais jamais quitté. Et je me suis investie, 300%. J'y allais dès que je pouvais. Mes parents, les pauvres, ils en pouvaient plus de faire les trajets, mais je les remercie d'ailleurs au passage parce que ça a été dévorant tout de suite. Ouais. Et le début de ma vraie carrière, on va dire. Ouais, mais ça arrivait assez vite parce que t'as très vite gagné des titres. Mais juste avant qu'on parle de ça, je sais qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas très bien ce sport et il y a plusieurs disciplines, il me semble, 3. Oui. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que sont ces 3 disciplines, les différences des règles et toi celle que tu as choisie? Ouais. Alors je vais commencer donc par la discipline mère, on va dire, de l'escalade, qui s'appelle la difficulté. Donc en fait ça vient à la base de l'alpinisme, donc où vraiment le but c'est de faire une longue ascension, donc que ce soit sur du rocher ou bon là c'était en montagne en l'occurrence dans le temps. Et c'est ça qui a créé cette discipline, c'est de monter une certaine distance. Là en salle on retrouve ça va être de 0 à 15 mètres à peu près la taille, jusqu'à 15 mètres en général, dans un temps imparti, mais le temps n'a pas d'importance. D'accord. Le but c'est de réussir à aller le plus haut possible et le sommet c'est le meilleur résultat qu'on puisse avoir. Donc c'est la piste la plus dure possible. Voilà, c'est par difficulté, c'est pour ça que ça s'appelle la difficulté. Et en fait, c'est des parcours qui sont tracés sur un mur avec des prises. Ouais. Et à chaque fois, ils sont différents. Okay. Donc on n'a jamais le même en compétition, par exemple. Ok. Et les deux, donc ça c'est ta discipline. Ça c'est ma discipline, voilà, ma discipline de cœur. Et ensuite on a le bloc, qui est une discipline un peu plus récente, mais qui est quand même qui a participé à l'histoire de l'escalade, notamment par les blocs dans la forêt de Fontainebleau. En fait, les alpinistes allaient grimper à Fontainebleau pour se préparer à leurs ascensions. D'accord. Et donc le bloc, en fait, comme des blocs de rochers, c'est une escalade plus courte qui peut aller, on va dire en moyenne jusqu'à 3-4 mètres de haut, où là, on atterrit sur des tapis. Donc on n'a pas besoin du matériel comme en difficulté, donc des cordes ou des baudriers ou même un partenaire pour nous assurer. Donc c'est un effort beaucoup plus court, beaucoup plus intense. Ouais. Mais aussi beaucoup plus du coup convivial puisqu'on peut le partager. C'est vrai qu'on redescend très vite. Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les villes, dans les salles de bloc. Et il y a succès, d'ailleurs, une très très bonne ambiance parce que c'est ludique, c'est familial, convivial. Il y a toutes les valeurs de l'escalade qu'on aime. Ouais, mais il y a une ambiance hyper. Il y a une ambiance unique dans une salle d'escalade. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une salle d'escalade qui a ouvert juste en bas de chez moi. Ah oui. Donc, et la première fois, je suis arrivé, donc il y avait au moins une queue de 100 mètres. Et je me suis dit bon, je vais quand même aller voir ce que c'est 2-3 jours après. Et j'ai découvert ce que c'était. Et là, il y a cette petite odeur un peu de sueur et de craie.
les gens qui se parlent, il y a beaucoup d'animation. Mais en fait, ouais, mais c'est une odeur hyper particulière et qui est unique, je trouve. Oui. Et c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur. Et finalement, quand tu y vas, quand tu te lances, que tu parles aux gens, les gens se parlent, les gens s'entraident énormément. Il y a des sourires, il y a vraiment des petites tapes amicales, des moments de concentration, de visualisation un peu. Et c'était hyper fort, quoi. Moi, je suis tout de suite tombé dans la marmite. Donc, c'était assez récent, mais c'est une des très très belles découvertes que j'ai fait sportive récemment, on va dire. Et du coup, attends, quand tu fais du bloc, comment est-ce que tu gagnes? C'est quoi le but de la compétition? Alors en compétition, c'est le même principe que la difficulté, donc ça va être d'arriver au sommet donc du bloc, donc voilà, qui sera beaucoup plus court. Donc en général, c'est des circuits de blocs, 4 ou 5 blocs, et essayer de valider le maximum de blocs sur la compétition. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est une longue journée ou un long week-end et t'as le maximum de parcours. En fait, il y a des formats, voilà, qualification avec tant de blocs, et le temps, il y a un temps imparti pour le coup là qui est plus présent. On a en fonction du tour de la compétition 4 ou 5 minutes pour réaliser le bloc. Ok. Voilà, il y a des règles un peu spécifiques, mais c'est toujours d'arriver en haut, quoi. Ouais. Et du coup, le dernier sport, c'est la vitesse, il me semble. Ouais. Et donc là, c'est assez impressionnant. Faut monter le plus vite possible. Sachant que les parcours sont pas, on a l'impression qu'ils sont faciles, en tout cas, étant donné la vitesse à laquelle certains grimpeurs montent, quoi. Donc, ouais. Alors c'est un peu la discipline, on va dire, nouvelle-née de l'escalade. Ouais. Un petit peu moins en lien vraiment avec l'histoire à proprement parler de la grimpe. Mais voilà, qui a quand même toute sa place. Donc on est beaucoup plus sur un principe de course. Ouais. Et d'aller le plus vite possible sur un parcours qui ne change jamais. Pour le coup, c'est une voie officielle qui fait 15 mètres de haut, qui est moins difficile forcément que ce qu'on retrouve en difficulté ou en bloc, mais voilà, toute la difficulté est de la réaliser parfaitement pour arriver le plus vite au sommet. Ouais. Et en fait, c'est soit des temps qui sont comptabilisés, soit des duels. D'accord, ok. Voilà. C'est comme des duels. J'avais jamais vu ça, mais c'est très impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Il monte à une vitesse, on a l'impression de voir Spider-Man. C'est comme un sprint en fait. Hein. Ouais. C'est ça. C'est un sprint, mais à la verticale, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, juste pour clôturer un petit peu ça, parce que j'ai demandé un petit peu les questions des auditeurs, c'était de savoir l'escalade est au JO de Tokyo pour la première fois. Et surprise un petit peu plus ou moins, tu me diras si c'est une surprise ou pas. C'est un combiné des 3 disciplines. Enfin, l'épreuve qu'il y aura au JO serait un combiné des 3 disciplines. Donc quelque chose d'assez particulier parce que c'est pas quelque chose pour lequel les grands champions, enfin, ou en tout cas les internationaux se préparaient, quoi. C'est vrai que la porte d'entrée au JO s'est présentée sous cette façon-là, qui est un petit peu étrange pour nous puisque c'est quand même 3 disciplines différentes. Ouais. Surtout la vitesse qui est un petit peu à part. Et s'entraîner pour les 3, honnêtement, ça relève un peu du miracle, quoi. Enfin, c'est très très difficile, très compliqué. Donc il y a plusieurs avis partagés, mais on est tous un petit peu unanimes sur le fait que si c'est un peu le prix à payer entre guillemets pour entrer au jeu et que après il y a vraiment une spécialisation des disciplines, et ben tant mieux, quoi. Ouais. Mais c'est très dur, de se présenter au jeu, ça demande une polyvalence extrême en fait, et je pense une abnégation dans l'entraînement qui est faut le vouloir, quoi. Moi pour ma part, je sais que je me suis vite dit non, en fait on en perd, pour moi j'en perdais l'intérêt puisque j'allais me perdre dans ma façon de m'entraîner pour se combiner, quoi. OK, d'accord. Donc c'est trop, et puis j'allais perdre moi ce qui me plaît dans l'escalade, la difficulté, j'avais pas envie de m'investir autant dans les 2 autres, et puis ça venait dénaturer ma passion pour la grimpe, et je voulais pas prendre ce risque non plus. Ok, ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pourraient se poser un petit peu la question, parce que tu faisais partie des meilleures mondiales, et bon, il s'est passé plein de choses et on en reparlera. Mais c'est vrai que si ça avait été de la difficulté, peut-être que t'avais clairement ta place, et c'est sûr que ça a complètement rebattu les cartes, quoi. Ah ben, ça m'a aidé à prendre une décision, ça c'est sûr. J'aurais eu un bien plus gros dilemme si ça avait été que la difficulté. Okay. Ça m'aurait pas aidé dans un sens à passer à autre chose, ça c'est sûr. Bon juste avant, on fait du teasing là pour les auditeurs, on est juste. En tout cas pour ceux qui te connaissent pas. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit bond en arrière et pour savoir un petit peu comment ça se passe pour une jeune fille de 13 ans, une adolescente, et qui
qui se met à l'escalade et c'est allé super vite pour toi. Est-ce que tu te rendais compte que tu rentrais dans le haut niveau? Est-ce que à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais en faire une carrière professionnelle? Alors non, je me rendais pas du tout compte au début. C'était vraiment un peu la frénésie du départ, cette passion dévorante et puis le plaisir, vraiment le plaisir que j'avais, et j'y allais tout le temps avec le sourire et en fait oui, ça allait très vite, comme beaucoup de choses dans ma vie, ça va souvent vite. Je pense que j'ai commencé à me rendre compte de l'ampleur que ça prenait quand j'ai commencé à faire des compétitions internationales et à de devenir un petit peu leader de l'équipe, de ma catégorie en tout cas en équipe de France. Mmh. Et là, c'est vrai que en fait, très vite, quand on te dit maintenant c'est toi un petit peu la leader des juniors et tout ça, ça change. Ouais. Il y a quelque chose qui se fait, un petit déclic, et c'est pas évident du coup parce tout ce jeu, moi je le voyais vraiment comme un jeu, les premières années avec mes partenaires en équipe à voyager et tout ça, c'était génial. C'est là d'ailleurs où j'ai fait mes plus belles perfs en étant jeune, sans forcément capter ce qui était en train de se passer. C'est trop cool, ouais, j'ai fait des podiums. Ma vie continuait en fait à côté de ça. À partir du moment où on te dit là, championnat du monde, t'es favorite, boum, chape de plomb. Donc c'est Ok. Ouais. Et tu te souviens à peu près, ça t'est arrivé à quel âge où t'as commencé à réaliser un petit peu c'est arrivé vers dans la cour des grands mon premier titre de championne de France, c'était à 16 ans. Là, ça allait encore à peu près, je dirais vers 18 ans, ouais. Ah ouais. Mes dernières années junior, puisqu'en fait, vu que j'ai commencé à 13 ans, le temps que quand même je fasse mon petit bout de chemin, j'ai intégré l'équipe de France à 15 ans. C'est hyper précoce quand même. Ouais. Tu t'en rends compte. Enfin, ouais. Tu vois, pour un sportif aujourd'hui, on le voit dans certains sports où ils essayent de dire on protège les jeunes. Alors je sais pas si c'est juste pour c'est juste pour dire du politiquement correct ou si c'est réellement le cas, mais être 15 ans, tu vois, c'est... Et encore, je suis arrivée sur le tard, 15, plutôt 16, vraiment c'était à la transition. Je suis arrivée en cadette deuxième année. Oui, il y en a qui arrivent, ils sont minimes, il y en a même en Benjamin. Donc Benjamin, c'est quoi, 11-12 ans je crois. Ils sont déjà au taquet, ils sont prêts quoi. Ouais. Et vous vous connaissez tôt, sur le circuit après, et vous suivez toute votre vie? C'est ça. Ouais. Okay. C'est une grande famille. Ouais. Et je sais que c'est pas toujours évident à gérer. Tu vois, dans un autre épisode, on a parlé avec Alexandra Areca, tu vois, elle qui est 5 fois championne du monde de karaté. Donc tu vois, et pareil, elle est dans un sport un petit peu où c'est une petite famille et elle est là depuis tôt. Et elle me disait que à 30 ans, elle en avait un petit peu elle avait besoin de passer à autre chose quoi, de voir un petit peu de nouvelles têtes et tout et du coup vous vous rencontrez à 13-14 ans et vous vous lâchez plus quoi. Et c'est quoi l'ambiance du coup? Alors ça dépend vraiment. C'est vrai qu'en équipe de France jeune, on était préservés, on était tous dans vraiment une bonne énergie, on s'amusait beaucoup vraiment. J'ai des excellents souvenirs de compétition. Tant qu'il y a le jeu, en fait, ça se passe toujours bien. Et puis, ça dépend des coachs aussi, de un petit peu l'ambiance qu'ils insufflent au groupe, s'ils nous poussent à nous entraider ou à l'inverse, à être vraiment individuel. Ouais. Il y a eu différentes phases. C'est vrai que en jeune, ça s'est très très bien passé. En senior, par contre, là, on sent qu'il y a un changement de mentalité. On passe dans la cour des grands. Et c'est pas facile de faire sa place. En fait, il y a vraiment au début les regards entre filles beaucoup aussi, je pense, plus même. OK. Comparaison, il faut vraiment faire ses preuves un petit peu avant de se sentir à l'aise avec l'équipe. OK. Ouais. Et c'est dû à quoi selon toi? C'est le fait qu'il y ait des anciens qui toisent un petit peu la place? Est-ce que c'est parce que il y a des sponsors qui rajoutent une certaine pression? Comment est-ce que tu l'expliques toi avec ton regard un petit peu extérieur maintenant? Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Pour moi, oui, il y a clairement du fait de quand on est là depuis un moment, on n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds entre guillemets. Même si moi, j'ai jamais ressenti ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego là-dedans. De toute façon, dans le sport de haut niveau, on sait d'où ça vient aussi. Je pense que ça vient souvent de personnes qui ont des choses à se prouver et qui ont peur en fait d'une façon ou d'une autre de se faire dépasser. Bon, moi c'est plus mon cas en tout cas. J'ai jamais trop voulu me comparer aux autres, mais
Ouais. Mais des fois aussi, t'as un petit peu un cercle, tu vois. J'en parlais récemment avec des amis qui travaillent dans des, alors je vais pas les citer, mais dans des grandes marques de luxe. Et je sais que j'ai une amie qui a eu une conversation avec sa boss en lui disant qu'elle était très dure avec elle et qu'elle comprenait pas pourquoi, parce que elle avait l'air dans le fond de quelqu'un de très bien. Et en fait, sa boss lui a clairement expliqué qu'elle reproduisait les comportements que des prédécesseurs avaient eu avec elle et que du coup ainsi elle le répétait quoi. Et que bah finalement t'as un petit peu des fois je trouve sur entre générations t'as un peu ce comportement là, tu vois. On en parle de plus en plus avec les enfants et leurs parents, mais tu le retrouves dans plein d'autres milieux et je pense peut-être un peu le sport aussi. On va un peu faire la nouvelle génération, ce qu'on nous a fait à nous, et sachant que bon maintenant on sait que pour les enfants ou en tout cas pour les plus jeunes, on n'avait pas toujours le meilleur discours pour accueillir des futurs pros quoi. Donc c'est assez intéressant je trouve. Mais oui. Après je pense que chaque personne est différente, qu'il n'y a pas vraiment de règles. Mais effectivement, en fait, tout dépend de l'ambiance qui est déjà en place, je trouve, parce que on peut facilement se laisser influencer, surtout dans un groupe comme ça de sportifs, on a tous des fortes personnalités. Et quand on doit trouver sa place ou alors ancrer sa place, on peut facilement se faire influencer par une ambiance qui est déjà là et perdre un petit peu sa vraie nature pour se fondre dans le groupe, en fait. Ouais. Et du coup, toi, c'était quoi ta place à toi? Quelle était un peu ta personnalité ou ton rôle dans une équipe? Alors ma place, au départ, moi j'ai plutôt tendance à observer, donc à être plutôt effacée dans un premier temps, un peu prendre la température comme on dit. Et puis dès que je me sens à l'aise avec les personnes, je prends ma place, mais je j'aime pas du tout écraser les autres, bien au contraire, j'aime être avec eux. Et c'est vrai que ça a plutôt été une place je dirais un peu de maman. Enfin, il me semble que t'as interviewé Julia Chanourdi. Pas encore. Ou que tu vas l'interviewer. Voilà, par exemple, Julia, elle est arrivée en équipe. Moi, j'étais en junior, elle était en minime. Et en fait, j'ai été comme un peu sa grande sœur. Donc, je l'ai prise sous mon aile et on a, évolué comme ça ensemble. Et c'était un petit peu ça, je sentais mon rôle dans l'équipe et même en senior après, où je sentais que, en tout cas, c'était vraiment toujours dans la bienveillance et le réconfort et à se soutenir et moi, je me sentais comme ça. Ok, d'accord. Donc t'étais plutôt déjà dans l'entraide et tourné vers les autres. Oui. Ouais. Et tu peux nous raconter un petit peu ta carrière, un peu les grands moments que t'as eu et peut-être aussi les petites claques. Les grosses claques. Les grosses claques. Parce que après t'as quand même été, t'as quand même un très très beau parcours, tu vois. T'as été plusieurs fois championne de France, sur des coupes du monde. T'as très souvent fait dans le top 10. Même je crois qu'à la fin de l'année, t'as été plusieurs fois dans le top 10 mondial. Moi j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et de savoir un petit peu quels étaient les beaux moments et ce qui se passait un petit peu dans les vestiaires quoi. Alors après dans une carrière à haut niveau, il y a plein de phases. Il y a eu des très belles phases où j'ai vraiment performé, il y en a eu d'autres beaucoup moins belles aussi, mais où j'ai quand même performé, mais du coup j'étais dans un autre état d'esprit. Donc je l'ai pas vécu pareil. Ce qui ressort vraiment, ça a été que tous les moments où j'ai réalisé mes plus belles perfs, ça a été le moment où je m'y attendais le moins, en fait, et où j'avais lâché complètement mes attentes, même où j'étais en période de sous-forme, j'ai envie de dire. Et ces moments-là, ils m'ont du coup vraiment d'autant plus marqué parce que je m'y attendais pas. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? C'est je dirais un sentiment vraiment de consécration, un petit peu de réalisation où on se dit ok, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était pas pour rien. Je retrouve aujourd'hui l'essence et puis surtout, en tout cas pour ma part, les moments où j'ai performé, c'était des moments où j'étais dans une sorte de flow. Je sais pas si tu connais ce mot, c'est le flow du sportif où vraiment il y a tous les éléments qui se mettent, tout est parfait, tout est fluide, l'impression de s'envoler. J'ai eu la chance d'avoir ça plusieurs fois dans ma carrière, mais la condition à chaque fois, c'était quand j'avais tout lâché dans ma tête au niveau du mental. Il y en a, ça les booste de se dire vas-y, accroche-toi, de se mettre vraiment un peu violence. Moi, c'est tout l'inverse.
Ok. Tu peux nous dire un peu comment tu faisais pour te mettre à l'aise? Et ben alors, si j'avais le secret, j'aurais fait plus de perf, je pense. Du coup, il y a pas vraiment de recette miracle. À chaque fois, c'était un moment d'équilibre dans ma vie personnelle et sportive aussi. Mais c'était, je pense, quand je renouais avec cette notion de jeu. En fait, le jeu, le plaisir, et j'arrivais à un stade en fait où j'avais plus rien à perdre. J'avais limite envie de partir de la compète pour X ou Y raison. Soit je me sentais pas bien à l'échauffement, ou il y a quelque chose qui m'énervait, ou j'atteignais ce stade où en fait, je suis là, de toute façon j'ai plus rien à perdre maintenant. Donc tant qu'à faire, autant kiffer quoi. Ouais. Autant kiffer, je suis là maintenant. Je suis là, m'amuser, me concentrer sur mes sensations, vraiment trouver le plaisir partout où je peux. Et ça m'a amené à un lâcher prise ultime qui faisait que je m'envolais quoi à chaque fois. Ok. Ouais. Donc un peu foutu pour foutu, autant en profiter. Exactement. C'est ça. Ok. Et c'était qu'à ce moment-là que je pouvais vraiment lâcher, j'ai envie de dire lâcher la bête quoi entre guillemets. Ouais. Puisque en fait, sincèrement, profondément, je n'avais rien à faire. Je pouvais tomber au premier mouvement. Moi, c'était pareil, je serais plus vite rentrée, quoi. Mais en fait, à chaque fois, non, ça venait éveiller quelque chose. Et il me disait, ok, t'as rien à perdre, dans ce cas, donne tout, quoi. Lâche-toi. Ouais. Après, je suis consciente que cet état-là, on en a souvent tous conscience, et il est pas facile à reproduire. Il est pas facile à reproduire, et je pense que pour le coup, puisqu'il arrive souvent par surprise, pour le reproduire, c'est quelque chose à construire sur le temps. C'est-à-dire un lâcher prise au quotidien, lâcher ses attentes, analyser un petit peu son mental quand il nous dessert, quand il nous sert. Donc ça, après, ça devient un ancrage qu'il faut travailler au quotidien. Ouais. Et t'as des petits exercices pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Je dirais, si je dois juste dire un exercice sans rentrer dans le détail, méditer, par exemple, prendre du temps pour soi. Faire une activité à côté. En fait, c'est vraiment retrouver un équilibre pour moi, pour défocaliser ce besoin de performance ou le résultat ou l'attente d'une compétition. C'est en fait porter son regard ailleurs qui permet de lâcher du mou et se rendre compte que en fait, on n'est pas juste des sportifs. Ok. Moi, j'avais un petit exercice un petit peu dans le même genre. Enfin, si tu veux, déjà je médite beaucoup, je médite tous les jours, mais tous les jours j'essayais de noter dans mon carnet une émotion un peu négative que j'avais eue et j'essayais de comprendre d'où elle venait en fait. Et généralement, tu te rends compte tu vois que t'as tes propres peurs, que t'as tes propres craintes, tes propres et j'essayais de travailler dessus pendant 2-3 minutes, essayer de me dire d'où ça vient, qu'est-ce qui l'a provoqué, est-ce que c'est vraiment de la faute de l'autre, est-ce que c'est moi qui me fait des films, tu vois, essayer de comprendre un peu ça. Et juste après, généralement pour pas me laisser embarquer, j'écrivais 5 ou 6 choses que j'ai adorées dans ma journée. Et en fait, tout de suite tu repars d'un état positif et tu te dis voilà, j'ai eu une émotion négative, j'ai essayé de la comprendre, mais je repars sur du positif. Et écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher sur moi jusqu'à présent. C'est parfait. Mais ça te demande 5 minutes par jour, quoi. Faut les prendre pour soi et c'est ça. On n'a pas toujours le temps de le. Mais je trouve ça génial que tu le partages aussi. D'ailleurs, c'est aussi ce que je fais. Si je voulais pas rentrer dans le détail, mais vas-y, on peut. Ça vient vraiment en lien avec ce que j'ai vécu après dans ma carrière. Ouais. Bon, on peut y venir, ouais. Qui m'a amené à faire ce même type d'exercice que toi et qui est hyper formateur, hyper enrichissant. Et, c'est cool. Ouais. Bon, du coup effectivement on l'a abordé plusieurs fois jusqu'à présent. L'année dernière, je crois, c'est en 2018. C'était un début, c'est 2010. Oh là là, je sais plus, il y a un an et demi. Attends, ouais. 2019. 2010. Ouais, je crois que c'est 2018, moitié 2018. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, de toute façon, tu vas le dire avec tes mots. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti ces 2 dernières années? Alors du coup, donc pour faire le fil conducteur par rapport à ma carrière, donc j'ai eu une carrière qui s'est quand même plutôt bien passée avec des hauts et des bas, mais quand même qui a été assez smooth, on va dire, jusqu'au moment où en fait on m'a proposé de rentrer au Pôle France, qui se situe à côté de Grenoble à Voiron. Et donc ça c'était en 2017, il y a 2 ans et demi, je sais plus, quelque chose comme ça.
peu importe. Et donc de changer d'entraîneur. Et là, en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé. Changer d'entraîneur, changer de mode de vie, vraiment être beaucoup plus focalisé encore plus sur l'escalade, puisqu'en fait avant j'avais un entraîneur détaché de la fédération qui me convenait très très bien d'ailleurs, hein, que j'adore, qui s'appelle Thomas Ferry, que je recommande vivement, qui est un très bon ami à moi aujourd'hui. Et par raison en fait de distance où on pouvait plus trop s'organiser, et on s'est dit bon je vais rejoindre le Pôle France. Et ce changement énorme dans mon quotidien a bouleversé beaucoup de mes ancrages, de mes piliers. J'avais un environnement assez équilibré avant. Et là, d'un coup, je suis allée vers l'inconnu et ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis entraînée, j'ai quasiment, je dirais, triplé mon volume d'entraînement. Ouais, j'ai vu que t'avais des rythmes de fou, quoi. Voilà. 3 entraînements par jour. Ah ouais, ça pouvait aller jusqu'à une vingtaine, maxi 25 heures d'entraînement par semaine, tout compris, hein, donc je pense aussi aux étirements, récup, etc. Ouais, mais c'est déjà énorme. C'est énorme, ça prend beaucoup de place. Il y a tout l'entraînement invisible qu'on voit pas. Et puis la charge, surtout la charge mentale et émotionnelle que ça implique en fait. Ouais. En fait, plus de vie à côté. Déjà, je commençais à aller vers ce chemin un peu où je m'isolais de plus en plus. Mais là, le fait d'être au pôle, c'est vrai que j'habitais à côté, je m'entraînais 2-3 fois par jour, donc tout tournait autour de ça. J'étais loin de mes parents, de Toulouse, de ma ville, de mes amis. Et petit à petit, en fait, je suis rentrée dans une forme de dépression, je pense, aujourd'hui, je pense que je peux dire ça, où je n'étais plus que cette athlète et j'avais beaucoup de pression puisque au Pôle France, on a des entraîneurs reliés à la fédération, donc on est beaucoup plus directement dans la ligne de mire, en fait, des hauts placés qui nous, du coup, nous disent voilà, comment ça va, ils nous surveillent un petit peu à l'entraînement, là il y a telle et telle échéance, enfin on est vraiment au plus près de leurs attentes qui deviennent nos attentes. Du coup, on n'est plus protégé en fait comme moi je l'avais été. Le fait d'être dans mon environnement personnel à moi avant me protégeait de ça, hormis ma propre pression. Là, je suis rentrée vraiment dans un cercle assez, on peut dire, un peu plus fermé, qui m'a complètement envahie. Et petit à petit, j'ai perdu le jeu, j'ai perdu le plaisir, parce que je m'entraînais trop, parce que c'était plus mon équilibre en fait. Okay. J'ai vu mon corps se transformer aussi, ma façon de grimper se transformer. Puisque je dis pas que ça peut pas convenir ou que les méthodes sont mauvaises, c'est pas ce que je veux dire, mais moi en tout cas ça me correspondait pas. Donc mais je suis quand même restée là-dedans puisque je voyais pas d'autre option en fait. J'étais un peu prisonnière. Je me suis trouvée assez vite prisonnière de tout ça, tout en ayant quand même moi mes attentes encore de résultats, où je m'étais dit non, je vais encore continuer, j'ai encore des choses à me prouver. Donc je me suis trouvée vite enfermée en fait là-dedans et à en souffrir énormément jusqu'au jour où je suis tombée malade en fait. C'était ma 2e saison au sein du Pôle France. Mes résultats étaient en baisse, ça marchait pas du tout. Du coup, c'était un peu la chute libre. Et juste avant le départ de la 2e saison, je suis tombée malade, mais la veille, donc vraiment la veille de la première Coupe du Monde. Fièvre, tout ce qu'on veut. Et puis de là, en fait, ça a entraîné l'arrêt de ma saison quasiment immédiatement, puisque j'ai pas fait les résultats nécessaires pour me sélectionner pour la suite. Parce qu'en fait, en équipe de France d'escalade, c'est très difficile. On a beaucoup de critères de sélection et il faut constamment se resélectionner. Donc en fait, on n'a jamais rien qui est acquis. Donc c'est très dur parce qu'on s'entraîne énormément. On a aussi la pression des critères. Et pendant la saison, il faut qu'on soit régulier. Donc c'est beaucoup. Ouais, donc si sur un trimestre tu loupes une sélection, t'as quasiment une... ça peut être fichu en très très peu de temps. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée malade. J'ai quand même fait les 3 premières étapes en étant malade, puisque ça a duré longtemps, quand j'étais malade. Donc j'ai quand même tout donné. J'ai grimpé, j'avais 42 fièvres. Enfin, c'était assez fou. Mais je me suis pas sélectionnée à une place près pour le reste de la saison. Okay. Là, ça a été un peu mon monde qui s'effondre. J'ai passé une année à m'entraîner et puis c'est déjà terminé. Donc j'ai été un peu mise face au mur, quoi. Pas le choix. Maintenant tu fais quoi? Et puis de toute façon, j'étais tellement malade, il fallait que je rentre chez moi. J'ai pas pu manger
pendant 3 semaines quasiment. Ouais, non, en fait, t'as tout ton corps qui t'a lâché, quoi. À l'image de mon mode de vie, en fait, que je pouvais plus avaler, je pouvais plus accepter, en fait. C'était un mal-être qui avait grandi petit à petit en moi et qui avait déjà fait des brèves irruptions d'ailleurs, hein, des passages où j'étais pas bien, je faisais du surentraînement. Ça me guettait depuis un moment. Ouais. Donc là, vraiment, je me suis pris le mur et puis en fait, j'ai eu un rejet, un dégoût de l'escalade d'un coup quand j'ai pris conscience. Ça a été, ça y est, je comprends. En fait, je peux plus faire ça. C'est fini, quoi. Okay. C'est fini. Donc, c'est une période assez sombre, assez difficile. Non, mais merci beaucoup tu vois, d'être aussi transparente. Tu vois, enfin. C'est quelque chose qu'on n'entend quasiment jamais, tu vois, le burn-out du sportif. Je trouve qu'il y a moi, en tant que passionné, on sait que ça existe. On sait que le surentraînement, ça existe. On sait que le burn-out du sportif, ça existe. Mais on entend très peu de sportifs, tu vois, le raconter, en fait. D'accord. Et, alors après, il y en a, ça commence à venir, tu vois, mais, des fois, c'est de la faute, effectivement, d'un entraîneur, ou de la faute d'une compétition, la faute d'une blessure ou quoi. Mais tu vois, toi, c'était, tu l'as dit, c'était une petite descente aux enfers pendant 1 an, petit à petit, et d'un seul coup, ton corps il lâche. Et tu vois, c'est un symptôme clairement de dépression, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, les médecins, ils te disent quoi à ce moment-là? Parce que j'imagine, tu tombes malade, t'as 42 fièvres, tu dois avoir un médecin qui te suit. Et qu'est-ce qui te dit à ce moment-là? Pas grand-chose en fait. On va dire qu'ils t'aident à traiter un peu les symptômes, mais la cause, ils servent pas trop, quoi. J'ai dû aller à l'hôpital en rentrant, ils ont été incapables de déceler ce que j'avais, quoi. Forcément, puisque c'était mon corps qui parlait, mais sur des mois et des mois d'accumulation. Donc il y avait pas forcément un mot à mettre sur ce que j'avais, c'était juste exprimer ce qui était si longtemps imprimé à l'intérieur de moi. Ouais. De la colère, du rejet, du dégoût, voilà, ça s'exprimait par le corps, mais la médecine qu'on a, en tout cas en France, ne permettait pas vraiment d'expliquer ce qui se passait. Ouais. Il y avait que à moi à aller chercher ce qui se passait. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu t'en es sortie? Je suis rentrée chez moi, du coup, chez mes parents, puisque je pouvais plus m'alimenter, je pouvais plus m'occuper de moi, en fait, vraiment. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout coupé avec l'escalade. Déjà me remplumer, c'était la première chose. Ouais, bien sûr. Important. Et puis, petit à petit, aller chercher, voilà, toutes ces causes de mal-être. Qu'est-ce qui se passait, un petit peu comme tu disais, tu vois, une émotion négative, aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. J'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire qui m'a beaucoup aidée dans ce processus d'introspection, qui s'appelle Laurence, je la remercie. Ouais. Et qui m'a montré en fait que il y avait beaucoup plus que ça, que je n'étais pas qu'une athlète, que j'étais Mathilde, voilà, une personne à part entière, une femme aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à la féminité pendant ma carrière. Parce que bon, ça change le corps aussi, ça change notre rapport au corps. On se voit plus comme des machines que comme des futures mamans ou des femmes épanouies, voilà. Bref, c'est un autre sujet, mais qui m'a juste montré en fait qu'à partir d'aujourd'hui, je pouvais faire tout ce que je voulais. Parce que ce qui était extrêmement difficile quand je me suis rendu compte que je pouvais plus mener cette vie que j'avais menée depuis 10 ans quand même. Ouais. Faut le dire. Ouais. Depuis toute petite, enfin petite, 16 ans, c'est petit pour moi. Et j'avais extrêmement peur en fait. Je croyais que j'étais bonne à rien si je faisais pas de l'escalade. En fait, je ne me voyais pas autre chose qu'une athlète, quelqu'un d'autre. Donc c'était vraiment un monde qui s'écroulait, que de me dire j'étais désemparée, qu'est-ce que je vais faire c'est comme sauter dans la piscine alors que je sais pas nager, quoi. C'était extrêmement douloureux. Ah ouais, vraiment. Et puis cette personne, Laurence, m'a montré, m'a dit mais au contraire, regarde tout ce qui s'ouvre, tout ce que tu peux faire. Alors au début, je savais pas quoi faire. Et ça fait peur. C'est pour ça, heureusement, j'étais chez papa-maman, parce que le cocon, à ce moment-là, il fait du bien. Ouais. Mais voilà, petit à petit, en fait, j'ai repris goût, juste, jour après jour, dans le moment présent. J'ai compris ce que c'était que le moment présent. De quoi j'ai envie tout de suite maintenant. Sans me juger, sans avoir d'attente, sans faire de sport. Ça fait du bien. Ouais. Et graduellement, comme ça, repris goût à des toutes petites choses. Et je me suis remise dans l'escalade 1 mois après. Mais d'une autre façon, j'ai commencé à aller dehors. J'ai des amis qui m'ont proposé, des amis extérieurs, un nouveau cercle d'amis, d'influence que je connaissais pas énormément, mais suffisamment pour aller avec eux grimper. Et là, ça a ouvert une porte qui m'a amenée vers ma reconversion, du coup. Enfin,
ou une différente facette de ma carrière, on va dire. Ouais, mais c'est hyper clair. Et il y a des gens on va dire, comment ça se passe ta relation avec la fédération et la direction technique à ce moment-là? Il y a des gens qui viennent t'aider, on se dit bon, c'est la saison, on verra quand la saison sera terminée. Comment ça se passe? Ça avait l'air d'être un petit peu peut-être, je pense, enfin vu ta réaction, c'est peut-être un petit peu violent. T'avais peut-être envie de couper aussi, je pense. Et tu vois, il y a aussi des fois où on voit pas les mains qui sont tendues. Les mains à la droite aussi. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu un peu le fait de te fermer à tout le monde? Tu t'en rendais compte un peu de... C'est vrai, je veux pas poser de jugement sur la fédération. J'essaie d'être objective, mais je me sentais un peu trahie en fait. En un sens, je me suis sentie utilisée comme un peu un pion ou un cheval qui est en forme à un certain moment, et puis après, quand il l'est plus, on l'oublie. Et malheureusement aujourd'hui, je crois que c'est encore comme ça. Ils le font, ils ont des raisons, voilà, c'est les leurs, je les respecte aujourd'hui, voilà, mais non, ça a été dur, et notamment de quitter le Pôle France aussi, ça a été très très dur. Puisqu'en fait, à partir du moment où je suis partie, ça a été un peu comme un rejet encore une fois, et aussi avec mon entraîneur au Pôle France, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé d'ailleurs, c'était pas ça le sujet, mais une vraie rupture, une vraie fracture encore une fois, donc qui m'a pour le coup aidé à me dire ça se passe comme ça veut vraiment dire que c'est vraiment fini quoi. C'était un signe de plus qui m'a dit trace ta route, regarde pas derrière et va là où ça t'appelle quoi. D'accord. Ouais. Donc vers des gens qui me tendaient la main pour le coup vraiment généreusement, qui me proposaient de découvrir des nouvelles choses et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on t'a proposé depuis? Comment est-ce que tu te reconvertis et comment est-ce que tu passes à la deuxième, on pourrait dire, le deuxième ou le troisième cycle de ta vie? Eh bien, ça s'est fait doucement, petit à petit. J'ai commencé à aller faire du bloc à côté de Grenoble avec des amis qui faisaient pas du tout de compète. Donc moi qui avais vraiment envie de retrouver le plaisir, parce qu'en fait, pendant toute cette phase au Pôle France, on dit quand on fait trop de quelque chose, ça tue un petit peu la passion pour cette chose-là. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, pourquoi tu reviens à l'escalade? Parce que tu pourrais te dire j'ai pas du tout envie de recommencer, je me mets au basket. J'ai cru que j'allais arrêter. Vraiment, j'ai cru. Pendant un mois, je grimpais plus. Je vois, allez, je vais partir faire complètement autre chose. J'avais trop envie de travailler dans un salon de thé. Je me suis dit, je vais faire ça. J'adore le contact avec les gens. Ça m'avait tellement manqué aussi de parler avec des gens. J'étais très isolée. Je me suis dit, je vais faire ça. Et en fait, c'est venu tout seul. C'est revenu naturellement. Ah, mais j'ai quand même un peu envie de grimper, finalement. Donc, j'ai écouté ça. Je me suis autorisée à m'écouter. Et ça, je l'avais pas fait depuis beaucoup d'années. Et donc, c'est revenu tout seul, en fait. J'ai pas eu à le chercher. Mais je faisais pas que ça. En fait, c'est là où c'était intéressant, c'est que je me suis réautorisée à grimper, mais pas que. À côté, je sortais, je voyais mes amis, je faisais des créations, enfin tout ce qui me passait par la tête. Et donc petit à petit, du bloc en extérieur, j'ai rencontré un ami d'une amie qui est alpiniste parapentiste, qui s'appelle Julien Irilli, qui m'a lui amené à découvrir l'univers de la montagne que je ne connaissais pas. L'univers des grandes voies en escalade. Donc là, c'est une dimension mais que j'aurais jamais pu imaginer. C'est un truc de dingue quoi. Et grâce à lui, en fait, j'ai connecté ou reconnecté avec la nature, par exemple, ce que je n'avais pas fait pendant toutes mes années de compète. Et être dehors, ressentir vraiment les bienfaits d'être en forêt. Moi qui pensais que j'aimais pas le froid, en fait pas du tout, je me retrouvais dans la neige, je kiffais, enfin c'était incroyable, retrouver cette part un petit peu divine dans la nature aussi, se reconnecter à l'essentiel en fait, je crois. Et t'as mentionné tout à l'heure le corps et un petit peu ta féminité. Il y a des choses sur lesquelles t'as travaillé un petit peu ou que t'as essayé d'aller rechercher un petit peu? Alors ça aussi, c'est pareil, ça a pris un peu de temps, je dirais par phase. J'ai commencé vraiment par retrouver ce lien à la nature, mais qui m'a aussi ramené à moi en même temps. Et encore une fois, une rencontre en entraîne une autre. Et une autre très belle rencontre, ça a été donc Nina Caprez, qui est une grimpeuse connue. D'accord. Qui elle m'a vraiment aidée à me renouer à moi, à qui j'étais en tant que femme.
à m'accepter telle que j'étais. Elle s'en est peut-être pas rendue compte, mais moi je le dis aujourd'hui. Ouais. Et c'est un peu par phase, c'est comme si on passait d'un palier à un autre. En fait, toujours la conscience petit à petit s'élargit et gagne des domaines différents. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai rien fait en particulier, mais ça c'est un travail de fond. Hein. Ouais. La féminité, déjà, en fait, j'ai retrouvé mon corps que j'avais avant de rentrer au pôle, donc un corps un peu plus affiné, un peu plus féminin, en arrêtant de m'entraîner autant. Donc voilà, ça s'est fait doucement. Okay. C'est encore un travail quotidien, ça laisse des traces. Ok, mais ouais, non, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder sur ce podcast, en fait, la féminité dans le sport. Et moi, j'en avais un petit peu parlé avec Alexandra Recchia dans le karaté, parce que effectivement, elle, quand elle arrive sur un tatami, elle a une tête de tueuse, quoi, tout simplement. Oui. Et en dehors, elle a un énorme sourire, elle est toute douce. Ouais. Et du coup, on en avait un petit peu parlé, mais c'est un sujet que j'aimerais bien aborder. Donc, je te posais un petit peu la question de savoir si t'avais je sais pas, des ressources à mentionner, ou des exercices que t'as pu faire, ou des croyances que t'as découvertes, tu vois. Ouais, alors, j'ai peut-être pas d'exercice en particulier. Je dirais, ce qui me vient en premier quand tu dis ça, c'est prendre du temps pour soi. Et je crois que quand on est une femme, c'est important, respecter sa nature, respecter ses cycles aussi, parce que en tant que sportive, on respecte plus rien. Ouais. On fait tout, on n'y pense même pas, alors que c'est hyper important. Accepter, ses envies, se faire belle, en fait, plein de petites choses qu'on pourrait abandonner par les conditionnements de la société ou n'importe quelle autre influence extérieure. Ça revient à s'écouter, en fait. Ouais. Voilà, moi je sais qu'à un moment ça m'a fait du bien, par exemple, d'être pas du tout maquillée, de m'accepter telle que j'étais. Puis à l'inverse, des périodes où non, mais j'avais envie de me faire belle et ça me faisait trop du bien. Ou après il y a plein d'autres choses. Là, je parle pour moi. Hein, c'est encore une fois, il y a pas de règle pour tout le monde. Et puis être au contact de femmes aussi, juste être avec d'autres femmes, partager, en discuter, ça aide beaucoup. Ouais, parce qu'on sait que le milieu du sport est un milieu encore très masculin, et je ne suis pas l'exception qui confirme la règle, mais que ce soit les journalistes, les juges, les fédérations, c'est encore très très masculin, quoi. Mais ça se développe. Je viens juste de rentrer en contact avec une association qui s'appelle le Collectif des sportifs. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout, mais trop bien. Voilà, qui est vraiment dans la même mouvance pour aider les femmes dans le sport à s'affirmer, se retrouver, enfin plein de thèmes différents, et dans laquelle je vais intervenir aussi pour essayer d'apporter ma touche, et puis moi aussi pour apprendre des choses. Ok. Mais ça se développe, donc c'est chouette. Ouais. Donc du coup, j'ai vu que tu donnais de plus en plus de conférences. Et tu t'investis aussi pour des associations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as prévu pour les années qui arrivent, et on sait que les sportifs et les sportives, ils ont besoin un petit peu d'objectifs et de voir un petit peu loin. Et est-ce que toi est-ce que tu t'es fixé des petits objectifs, ou est-ce que au contraire tu t'es dit on se laisse aller, on lâche prise un peu avec ça? Alors du coup, je vais reprendre ma chronologie, ça va m'aider. Ouais, c'est moi qui vais trop vite. Non, mais c'est très très bien, t'inquiète pas. Du coup, donc voilà, j'ai passé vraiment toute une année après mon burn-out à découvrir la nature, me découvrir un petit peu des passions que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé faire l'alpinisme, par exemple, faire de la cascade de glace, alors que moi qui croyais que j'avais une peur du froid, pas du tout. Je me suis retrouvée à dormir dans la neige, enfin bref. Donc il y a eu toute cette phase-là où j'ai vraiment réappris, où je me suis redécouverte, on va dire. Je me suis extrêmement épanouie là-dedans, dans ce côté aventure, exploration, nature. Et puis voilà, je suis quand même une sportive compétitrice dans l'âme, donc j'ai commencé à refaire un peu la même chose qu'en compète, et en faire trop, à continuellement me redonner de nouveaux objectifs. Je me mettais un peu la pression avec les sponsors, voilà, pour être sûre qu'ils soient contents de moi, de l'image que je donnais. Et donc à nouveau cet été, à nouveau un peu une petite claque, j'ai failli avoir un accident en montagne qui m'a remis à ma place, qui m'a dit Mathilde, maintenant c'est très bien tout ça, mais tu vas te calmer, parce que là c'est un peu trop. J'ai eu tendance à m'oublier à nouveau. Donc voilà, les vieux schémas, même si c'était très différent, peuvent revenir quand même, donc faut toujours être vigilant.
Et de là, je me suis vraiment dit non, là il faut plus de mots, lâche prise, fais ce que tu aimes, mais en t'écoutant et en te respectant. Et donc en fait de ça a suivi l'envie de plus me tourner vers la communauté et de plus en plus de redonner, parce que je dis bah là c'est super, j'ai vraiment pris encore beaucoup de choses, j'ai appris, pris, et j'ai envie de redonner tout ça, parce que bah voilà, le burn-out m'a aussi complètement transformée. Enfin, ça a été une renaissance pour moi, un éveil de conscience, comme tu disais tout à l'heure, et de plus en plus envie de le partager aussi. Donc naturellement, je me suis intéressée à ce qui se faisait. J'ai entendu parler d'une association caritative, donc à but non lucratif, Climb Aid, qui s'appelle, voilà, c'est le nom, et qui m'a proposé de les rejoindre au Liban pour une mission humanitaire d'une semaine. Et c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, donc d'utiliser l'escalade ou le sport en général pour aider des personnes dans le besoin. Souvent c'est plutôt des enfants ou des jeunes adultes de milieux défavorisés, ou du moins qui auraient pas pu le faire si on les avait pas aidés. À découvrir un peu les valeurs du sport, à prendre une bouffée d'air aussi, parce que souvent ils ont des quotidiens qui sont vraiment difficiles, les extraire de ça et leur apporter tout ce qu'on peut par l'escalade. Voilà, donc voilà mes projets. Enfin, mon projet principal, et en parallèle, c'est vrai que du coup, j'en ai pas fait beaucoup des conférences, j'en ai fait 3 depuis octobre, et c'était le but pour moi, c'est vraiment un petit peu de partager voilà ce vécu comme je le fais aujourd'hui. Et c'est pas que j'ai rien à apprendre entre guillemets, mais j'ai vraiment envie de partager ça, si ça peut résonner avec certaines personnes dans leur vie quotidienne, que ce soit des gens de l'escalade ou même pas du tout. C'est super, juste d'échanger. Moi aussi j'ai beaucoup à apprendre des gens aussi qui viennent m'écouter, donc il y a toujours un moment à la fin où on partage, où on discute, donc c'est venu en moi, ce besoin de transmettre quelque chose en tout cas. Donc c'est sur les deux tableaux que je joue aujourd'hui, tout en gardant quand même un peu d'escalade plaisir. Un peu, beaucoup parfois, ça dépend des périodes. Et joindre tout ça. Mais franchement, j'encourage les auditeurs et les auditrices à te suivre un peu sur les réseaux sociaux, parce que je te trouve, tu communiques super bien. Merci. J'ai un peu bafouillé sur la fin, je suis désolée. Il y a un peu, non, mais il y a un vrai style, tu vois, et c'est vrai que, pour des photos d'escalade, il y a de quoi se régaler, tu vois. Tu fais voyager, t'emmènes les gens un petit peu avec toi à travers le monde, et je trouve que l'histoire, elle est belle aussi, tu vois, de se reconnecter à la nature, et finalement, tu pars d'une passion qui est très orientée nature. T'en as complètement oublié un peu, finalement, la connexion qui est avec ça, je pense, à travers la compétition. Complètement. Et t'y reviens maintenant, donc je trouve qu'il y a un côté, vachement, un côté retour aux sources qui me parle beaucoup, et je pense que voilà, d'autres pourront s'y retrouver. Mais du coup, à quel moment toi t'as commencé à essayer de mieux communiquer sur les réseaux sociaux? Tu le fais depuis longtemps? Ça fait longtemps que je le fais. Je dirais, ça doit dater de 2012, 2013, quand je faisais beaucoup de compètes encore. J'ai commencé à essayer vraiment de parler un petit peu de tout ça. D'accord, ouais. Mais plus profondément, on va dire vraiment des messages du cœur authentiques. Ça fait depuis que j'ai arrêté la compète. Où je me donne vraiment les moyens. Et en fait, après avoir eu beaucoup d'épisodes où je me mettais la pression pour les sponsors et pour l'image que je peux avoir sur les réseaux, j'ai compris qu'en fait, en étant toujours moi-même, ça viserait les bonnes personnes. Et que ceux que ça intéressait pas, tant pis, ils vont voir autre chose, ça me dérange pas. Mais je préfère largement avoir une période plus calme, comme en ce moment par exemple, où je me concentre sur mes prochains projets. Je suis moins active, mais en tout cas les seuls messages que je poste, c'est vraiment des messages où je passe du temps, j'y mets tout ce que j'ai, et j'essaye de transmettre une partie de mon énergie, quelque chose de vrai, quoi.
Ouais, bah écoute, ça se ressent beaucoup. C'est vrai, ouais, Ouais. ça me fait chaud au cœur. Super. C'était mon ancien métier, tu vois. J'aidais les marques à raconter leur histoire et à essayer de se créer, à créer leur univers. Mhm. Moi, ce que je leur disais toujours, c'est soit vous êtes des professionnels pour mentir, et vous êtes des acteurs, mais c'est vraiment un métier et c'est très compliqué. Ouais. Soit vous êtes vous-même et Ça suffit. Et c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Et généralement, quand on est soi-même, on finit forcément par toucher des gens. Oui. Quoi. Et puis ça fait le tri naturellement du coup, des Ouais. personnes qui ont vraiment un intérêt, quelque chose, un lien. Donc moi ça me va très bien, même si j'ai pas 100 000 followers, ça m'est égal, peu importe. Ouais, je vois. Bon, on arrive un peu à la fin de l'interview. J'ai des petites questions auxquelles tu peux répondre un peu du tac au tac ou les approfondir. Oh là là. Tu vas, Je vais essayer. tu vas voir si on peut, mais c'est un format assez classique. Mais ouais, ça te dit de jouer le jeu? Tu vas voir, il n'y a pas de questions pièges. Ok. C'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée. Alors ça commence forcément par un bon petit déj. Ouais. Bon petit déj, méditation, yoga, du temps en fait. Prendre le temps de faire les choses. Puis tout ce qui suivra après. N'importe. Peu importe. Ok. Donc un bon début pour bien se Bon lancer. début pour une bonne journée. Ok. Ça sonne bien ça. Ouais. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière sportive? Mon titre de championne de France senior 2016. Ok. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que je m'y attendais pas, encore une fois, et parce que c'était surtout dans le sud-ouest à Pau, voilà, en face de mon public, d'une région que je connais bien, que j'aime beaucoup. Il y avait toute ma famille et ça a marqué un envol pour moi. C'était très symbolique. Une question qui est un peu dans la même veine. C'est quoi la meilleure ambiance que tu aies vécue? C'était ma première finale de Coupe du Monde à Briançon. Encore une fois, face à un public français enflammé qui m'a porté, soutenu. C'était incroyable. Vraiment un pur moment de grâce. Ok, mais je crois qu'en plus le public de Briançon est, enfin la salle est super sympa et, enfin je sais plus où est-ce que j'ai entendu parler. Bref, ça va me revenir. Briançon, ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais. Est-ce que tu as une idole ou un idole sportif? Alors là, c'est là où en fait. J'ai pas vraiment une personne, il y a vraiment plein de personnes différentes, je serais incapable de te sortir un nom. Les premiers qui te viennent en tête, sinon il y en a peut y en avoir plusieurs. J'aurais dû y penser avant celle-là parce que Bon, c'est pas grave, attends, on va la sauter. Mais où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors c'est pas encore des où et comment, ouais. J'ai envie de dire plutôt comment je me vois en tant que personne dans 10 ans. Je me vois complètement épanouie, œuvrer pour des causes qui me sont chères, la cause des femmes notamment, le sport, un lien au sport bien sûr, avec des enfants dans l'humanitaire, en défendant en fait des valeurs éthiques environnementales que j'ai déjà aujourd'hui, mais d'être vraiment ancrée là-dedans et de me développer autour de ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Eh ben non, plus vraiment. Plus vraiment? En fait, non. Non, c'est vrai que ce burn-out a fait remonter à la surface tout ce qu'il y avait à sortir de moi, en fait. Un travail d'introspection très profond qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez libre dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon esprit, en tout cas. Donc, okay. Peur, non. Il y a rien qui me vient, donc je vais pas aller chercher. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ah, ouais. C'est beau. Enfin. Ouais. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde ou que tu as offert plusieurs fois? Un film ou un livre, encore une fois, j'en ai beaucoup. Alors je vais miser sur un livre que j'ai pas encore lu, mais j'ai une intuition qui me dit que je vais beaucoup aimer. C'est la prophétie des Andes. D'accord. Un livre qui est assez connu, il me semble, et pour lequel il y a aussi un film, et qui reprend apparemment beaucoup de concepts un petit peu spirituels, de bon sens, très positifs et très inspirants. Donc je suis sûre que ça va parler à certaines personnes et dans tous les cas, aucun problème à recommander ce livre d'ores et déjà. D'accord, ok. Génial. Écoute, c'est la première fois qu'on me recommande un livre pas encore lu, donc on innove. Mais moi, j'ai vraiment l'intuition. J'ai fait toujours confiance, donc voilà, on verra. Hein. Ok.
Et si aujourd'hui il y avait une jeune fille qui venait te voir et qu'elle avait une quinzaine d'années et qu'elle te disait j'ai envie de faire tout aussi bien que toi, elle fait de l'escalade et elle aimerait devenir championne de France et faire partie des meilleures mondiales, et quel conseil tu lui donnerais? C'est un bon exercice, on me la pose souvent cette question. Je lui dirais avant tout, oui, ça semble cliché, mais c'est vrai, c'est de vraiment jamais oublier le plaisir et de garder un équilibre, voilà, de s'écouter et de surveiller un petit peu, voilà, ses attentes et que l'enjeu prenne pas le dessus sur le jeu. Toujours, c'est ce que je dis. D'accord, ok, trop cool. Où est-ce que je peux demander aux auditeurs de te suivre et sur quel réseau tu communiques le plus et le mieux? Alors le plus, ça va être sur Instagram. J'ai aussi un Facebook. J'ai une chaîne YouTube qui était un petit peu inactive ces derniers temps, mais qui devrait reprendre bientôt. Et puis j'ai un site web qui va sortir mathildebessera.fr qui est en cours de construction. Donc voilà, faut être indulgent pour le moment, mais en tout cas dans les mois qui arrivent, il sera prêt et il y aura un petit peu de tout. Voilà, ce que je fais, mes projets, mes sujets de conférence. Okay. Et puis un petit peu retracer mon parcours. Donc normalement, il devrait y avoir l'essentiel. Ok, bon bah génial. En attendant, on ira sur Insta ou sur Facebook pour voir tout ça. J'arrive à la dernière question de l'interview. Comme je te le disais, c'est un petit peu une tradition. À savoir, quels sont quel est le prochain sportif ou quelle est la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller interviewer pour ce podcast? La prochaine pas de pression. Tu peux me dire 10 noms, il y a pas de problème. J'en connais plein des sportives trop chouettes. J'ai toute une liste. Oh là 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 là. Il faudrait sortir un prénom comme ça? Non, tu peux en sortir, tu peux dire les 3 premiers qui te viennent à l'esprit. Les 3 premiers, mais je connais pas leur nom de famille. Ah, vas-y. Il y en a une, non, vraiment une très très chouette qui s'appelle Manon Petit Lenoir. D'accord, ok. Une snowboardeuse, une jeune snowboardeuse très talentueuse qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa carrière, mais qui se relève à chaque fois et qui est extrêmement inspirante. Et pourtant, elle est je crois elle s'est fracassée la colonne vertébrale, il y a pas une histoire comme ça. Elle a vécu beaucoup de choses qui, moi, en tout cas, m'ont beaucoup touchée quand je discutais avec elle. Donc vraiment, c'est Manon qui ressort maintenant. Génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Mathilde. Mais avec grand plaisir, merci à toi. Je suis ravie vraiment d'avoir pu partager ce moment. Bah, merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!